Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un format un peu particulier. C'est un interview que j'ai fait avec Loïti Aratibel. C'est un ingé son ultra calé qui a bossé avec beaucoup de monde. Il a beaucoup d'expérience, puis je trouvais intéressant une fois aussi qu'on ait le retour donc vraiment d'un professionnel qui est sur le terrain et qui bosse dans le domaine. J'espère que c'est un sujet qui va vous intéresser. En tout cas, dites-le nous en commentaire. Ça nous intéresse toujours. Encore deux petites infos. Nous sommes présents sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller nous suivre. On poste des stories, on poste pas mal de choses aussi. Ça vous permet d'être toujours à la page. Dernière info, si toi ou ton équipe ou des gens autour de toi, vous cherchez à vous former sur ProPresenter, on a une formation qui est proposée sur notre site internet. Donc allez voir, tout est en description. Il y a aussi les contacts de Loïti en description si vous souhaitez travailler avec lui. N'oubliez pas de vous abonner et bonne vidéo. C'est parti. Ouais. Aujourd'hui, on va parler de son, forcément. Et peut-être pour un petit peu les gens qui ne te connaissent pas, explique-moi un petit peu comment tu es arrivé dans le son, qu'est-ce qui t'a capté. Comment t'es tombé dans la soupe? Comment je suis tombé dans la soupe? Alors, je suis tombé dans le son quand j'étais très jeune, à l'âge de 15 ans. Je pense qu'on est toujours musicien, au moins dans l'âme. À l'époque, j'étais musicien et puis c'était un défi d'avoir le son que j'aimais bien, que j'affectionnais dans mes oreilles, dans mes in-ears. Et puis, par la force des choses, je suis allé derrière la console me faire mon son. Et puis, je me suis aperçu qu'en étant derrière la console, c'était juste magique, que c'était ici qu'on avait la possibilité, le pouvoir de mixer l'ensemble du groupe, l'ensemble des copains. Et qu'en étant à ce poste, on avait la certitude que ce qu'on fait sert à quelque chose et est bien restitué pour l'assemblée qui écoute. Okay. Donc, c'est comme ça que je suis tombé dans le son. Ouais. Toi, tu es musicien? Ouais. Je fais du conservatoire quand j'étais petit, plus l'école de batterie. Okay. Je suis batteur. Excellent. Ouais. Puis j'ai dû arrêter la batterie à l'âge de 18 ans. D'accord. Ah ouais. Donc, pour me focuser sur le son, justement. Ouais. Okay. C'est l'un de mes regrets. D'accord. Maintenant, je me débrouillerai pour ne pas arrêter la batterie. J'ai arrêté la batterie parce que je ne savais pas. J'osais pas demander aux copains, ouais, je serais peut-être pas là à telle répète, je serais pas là pour tel concert parce que je bosse et tout. Donc par respect, j'ai arrêté pour eux. Et puis maintenant, j'essaierai de trouver un groupe avec qui on n'a pas d'engagement, mais avec qui on peut juste s'amuser et tout. Et puis alors là, je pense que c'est la bonne solution. Parce que c'est mon regret, c'est d'avoir levé le pied sur le côté musical de mon métier. D'accord, ok. Excellent. Du coup, tu as commencé à quel âge un petit peu de mixer Alors, j'ai commencé à mixer dans une église. Moi, je suis chrétien. Mes parents sont chrétiens, je suis chrétien. Et je jouais de la musique aussi dans cette église. Et c'est dans cette église-là que c'était compliqué justement pour moi d'avoir le son que je voulais dans mes oreilles. Et j'ai eu l'opportunité de pouvoir commencer à mixer dans une église. L'avantage des églises, c'est que c'est un milieu où les gens sont toujours, ils pardonnent les erreurs qu'on fait. Et à 15 ans, on commence à toucher une console, je peux te dire que des bêtises, on en fait, parce qu'on découvre. Dans une église, c'est moins le cas maintenant, mais à l'époque, il n'y avait personne qui savait vraiment t'expliquer comment ça marchait une console. Il y avait tonton René et papy Edmond qui étaient derrière la console parce qu'il fallait bien que quelqu'un le fasse. Puis à l'époque, ils avaient un bon ampli à Tubifi, puis ils pensaient qu'ils savaient faire du son. Donc ils se sont mis à ça. Et puis, il faut honorer et remercier les gens qui ont tout fait, même sans savoir parce qu'ils l'ont fait. Mais ils n'ont pas su vraiment m'expliquer les bases de la technique. Donc j'étais là sur la console, chercher ça fait ça, trop bien, ça fait ça, trop bien, des petits tutos. Et c'est là que j'ai commencé à mixer. Excellent. Pour le côté amateur. D'accord, ouais. Est-ce qu'il y a un côté du coup aussi professionnel en même temps que tu mixais en fait à l'église? Alors c'est un ami de mes parents qui était dans la même église, qui a vu à quel point le son commençait à me passionner. Et il m'a dit, écoute, moi j'ai un copain qui a une boîte de technique. Et puis si tu veux, je te le présente. Puis une fois, pendant tes vacances d'hiver, tu vas
j'organise avec lui, puis il te prend en stage, puis tu découvres ce que c'est vraiment la technique, quoi. Et puis, donc on a fait ça. Je suis rentré dans cette boîte. Donc j'étais le gamin de la boîte, que je suis resté, je pense que je suis resté le gamin de la boîte dans le surnom et dans l'amitié que les gens me portaient, jusqu'à temps que la vie faisant, vers une trentaine d'années, j'aille vers d'autres univers. Mais c'est là que j'ai découvert. Et puis quand j'ai fait une semaine avec eux, et puis j'ai dit, mais c'est mortel, moi c'est ça que je veux faire, je veux continuer. Et de là, j'ai continué. Le patron de cette boîte m'a dit, écoute, il faut que tu fasses tes études, parce qu'on ne peut pas faire ce métier sans les études et tout ça. Il faut que tu sois fort en électronique, il faut que tu sois fort en maths. Il m'a mis plein de challenges. À l'époque, j'étais un mauvais garçon en plus. Il m'a mis plein de challenges pour me motiver. Évidemment que maintenant, je sais que c'était juste, il faisait son rôle de grand frère, il prenait son rôle de grand frère au sérieux. Ça aurait absolument rien changé, il m'aurait gardé de toute façon. Mais il m'a dit, voilà, nous on te garde à condition que tu sois sérieux dans tes études. Donc c'est comme ça que j'ai fait un BEP électronique que j'ai eu. J'ai fait une passerelle pour avoir un bac électronique et après un BTS électronique. Mais je travaillais déjà, bac et BTS, je l'ai fait en candidat libre. J'étais censé aller au cours du soir, j'y allais pas. J'ai tout fait sur la base de mon BEP parce que j'avais d'excellents profs. Donc, ils nous ont donné vraiment un très, très bon niveau. Et puis, voilà, j'ai eu mes papiers parce qu'il fallait que je les ai. Et puis, après, ouais, c'est avéré qu'il m'a dit, le patron de l'époque m'a dit, ouais, quand j'ai donné mes papiers, il a fait, ouais, c'est égal. Il m'a juste motivé, il a été moteur pour que je sois sérieux dans les études. Et ça, c'était bien parce que ça m'a appris, par contre, à travailler. Le côté études professionnelles m'a appris ce que c'est de travailler. Parce que bien souvent, dans ce milieu, on ne sait pas travailler. C'est un milieu où on est, ouais, c'est cool, c'est la musique et tout. Et on oublie vite, quand on les a apprises, pour ceux qui les ont apprises, on oublie vite les règles du travail. La ponctualité, d'avoir des référents, d'avoir des responsables, d'avoir des collègues, respecter les collègues, pas envoyer chier tout le monde parce qu'on s'est mal réveillé. Les habitudes de travail, on ne les connaît pas beaucoup. Et moi, j'ai appris ça justement dans mes études. Et c'est le seul endroit où j'ai appris ça parce qu'après, tout le reste, il n'y a aucune boîte qui m'a appris à travailler. C'est bien. Ouais. C'était une bonne école. C'est une bonne école. Et c'est important. Ouais, ça, c'est vrai. Et du coup, le gamin que tu étais, quand tu es arrivé dans cette boîte, du coup, est-ce qu'il t'a lancé directement sur une table ou est-ce que, tu vois, des fois, on voit aussi un peu des frustrations, des fois, tu vois, si on prend un peu avec l'église, des fois, on voudrait directement mixer, on pense que c'est un peu, on mixe, on se lance directement dessus. Est-ce que ça a été ton parcours ou est-ce qu'avant de mixer, il t'a fait juste faire pousser des flight cases, j'en sais rien. Alors, j'ai eu le grand privilège, mon premier job, où ils m'ont fait tout de suite confiance, c'était de rouler des câbles. J'ai roulé des câbles. J'ai déroulé des bobines de câbles XLR, enfin des bobines de câbles, pour en faire des câbles de 10 mètres, des câbles de 5 mètres, que je mettais les petites étiquettes. J'ai fait du câble HP, j'ai réparé des haut-parleurs. Ils m'ont montré comment, et j'ai grandi les échelons comme ça, vraiment. J'ai au début roulé des câbles, après je les ai fabriqués. Après, fabriquer des câbles haut-parleurs. Après, quand on revenait de certains événements, il y avait un haut-parleur qui était cassé. Changer la membrane du haut-parleur. Avec des pièges, ils me tendaient des pièges pour voir si j'étais vraiment sûr de ce que je faisais. C'est vraiment école à la fois bienveillante, mais à la dure. Okay. Et j'ai dû toucher ma toute première console, je devais avoir 25 ans, pour un événement. Hein. Évidemment que j'avais le droit de toucher les consoles au dépôt, j'avais le droit de faire plein d'essais. Mais j'ai dû toucher ma toute première console pour un événement. Je faisais une régie retour sur une Midas XL4 de mémoire, sur un festival d'été sur la Méditerranée. Et puis, on accueillait les artistes, puis j'ai fait les retours. Et je me demande même si c'est pas genre, il n'y avait pas le choix, j'étais plus que le seul, tout le monde était pris, l'été, on est souvent débordé. Et puis, c'est là qu'on peut justement se challenger. C'est qu'à un moment donné, il n'y a pas le choix, il faut y aller. Et puis, ça s'est bien passé. Donc après, petit à petit, ouais, Loïti, bravo, ça s'est bien passé. Les artistes qui remercient. Mais pas tout de suite, non. J'ai chargé des camions, j'ai déchargé des camions. J'ai eu le droit de conduire les camions. J'ai eu le droit de faire plein de choses. Mais je n'ai pas tout de suite touché des consoles. Ok. Ah ouais. Et du coup, tu viens de l'univers de l'analogique. En fait, toi, tu as commencé sur les analogiques. J'ai commencé sur les analogiques. Ouais. C'était encore bien répandu. Et puis les gars qui m'ont formé, le gars qui m'a formé ne voyait
que par l'analogique. Il se fabriquait ses préamps à tubes, il se fabriquait ses moteurs de reverb, il avait son rack, c'était un facteur d'orgue, le gaillard, il avait l'oreille absolue, c'était un espèce de docteur fou, il était complètement associable, il était pas marrant du tout, il était insupportable, il parlait mal à tout le monde, mais il se fabriquait tout son rack de trafic, c'était le sien. Et puis, je me souviens, j'avais le droit d'y toucher, moi. Mais ouais, je viens de l'analogique. Lui, il m'a expliqué, ce gars, il m'a appris à régler les aigus médium basses et tout ce qu'on utilise sur une console. Il y avait une vieille console analogique, il avait tout effacé, la sérigraphie sur la console, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun repère visuel. Je ne te parle pas des barres graves qu'il y a sur le RTA ou je ne sais pas quoi, je ne te parle pas de tout ça. Les pauvres 0 dB qui avait écrit au milieu, plus 10, moins 10, pardon, il avait tout effacé et il dit, voilà, règle. Okay. Et en fait, c'est juste la super école parce que tu règles en fonction de ce que tu entends, pas en fonction de ce que tu vois. Et des fois, on se met des sécurités qui peuvent nous tromper. C'est-à-dire que, ouais, non, mais attends, est-ce que c'est normal que je monte les aigus à ce point sur ce micro? Écoute, normal, pas normal, il le faut. C'est comme ça que c'est joli. Alors fais-le. Est-ce que c'est normal que je doive à ce point baisser le 600 kg dans ce micro headset? Écoute, normal, pas normal, on s'en fout. La voix, elle est jolie, ça accroche pas, fais-le. C'est ça. Ouais, bah oui. Et cette école-là m'a beaucoup appris. C'est-à-dire que quand je règle une source, je la règle en fonction de ce que j'entends. Et des fois, il m'arrive de regarder, je fais « Ah ouais !» Mais je ne me dis pas « Qu'est-ce que j'ai fait de faux ?» Je me dis « Bon, enfin, il faut toujours se remettre en question, mais je me dis « Est-ce que ce micro, après l'événement, bon là, il marche bien, est-ce qu'on ne va pas le mettre de côté? Peut-être la capsule, elle est un peu rassée, peut-être elle a fait, c'est sa 3e, 4e saison sur la plage avec des rappeurs qui enchaînent dedans et qui crachent dedans, plus le sel et tout, peut-être la capsule, elle est rincée. Peut-être qu'on peut se dire ça, mais je ne me dis pas tout de suite « Mince, j'ai fait faux ou alors mes oreilles, elles sont foutues. » Je ne fais absolument pas attention, je ne porte aucune espèce d'importance à ce que je vois sur l'écran. Juste à titre informatif. Je me dis, là, c'est peut-être pas normal, il faudra checker. Mais si ce que j'entends est cohérent... Ça va. Ouais. Ouais. Mais c'est intéressant que tu dis ça parce que c'est vrai que des fois, on essaye un petit peu de chercher des tutoriaux un peu parfaits de comment mixer une voix, comment mixer une grosse caisse, ce genre de choses. Alors, je pense qu'il faut un peu connaître où on est dans le spectre. Mais après, pour finir, c'est l'oreille qui va t'aider. Et puis, cette oreille qui est un muscle qu'il faut entraîner, du coup. C'est pas le truc qui vient, du coup, directement. Mais comme tu dis, je pense qu'à force, en fait, de tourner les potards, à un moment donné, tu entends, puis tu dis, ça, c'est plaisant, j'aime bien. C'est ça. Et du coup, on sait le faire après. Je sais pas sur quelle marque de console c'est. Il me semble que Behringer le fait. Tu as une petite librairie de presets, réglage voix, réglage guitare, réglage... Et une fois, pour le délire, j'ai dit, allez, il faut toujours se remettre en question. J'ai dit, je me remets en question, voyons. Et puis, j'ai utilisé tous ces presets pour faire un son d'un groupe. Bon, c'était pas important, je crois que c'était une blague, enfin, c'était genre pour un anniversaire d'un copain ou je sais pas quoi. Je sais plus le contexte, mais j'ai fait le truc. C'était une catastrophe, une pure catastrophe. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas pourquoi? Parce que peut-être les presets sont bons par rapport à un chanteur qui va chanter idéalement, un guitariste qui va jouer idéalement et avec un certain style. Ok, mais ce que tu as sur scène, c'est pas le chanteur la voix du chanteur qui a été enregistrée pour faire ce preset. Le guitariste, c'est pas lui. Tonton Raymond qui joue à la batterie, qui a déjà bu 2 apéros, tu vois, c'est pas lui qui a été utilisé, c'est pas Abraham Laboriel Junior, tu vois, qui a été utilisé pour enregistrer le preset. Donc, le micro. Alors, parlons pas de l'instrument, le micro. Donc, je n'utilise jamais ça. Je règle vraiment en fonction de ce que j'entends. À l'oreille. En fait, c'est ça, exactement. L'oreille. Ah ouais. Donc toi, tu as aussi du coup mixé dans les églises. Hein. Ouais. Pour toi, c'est quoi un peu les fondamentaux au niveau de la relation qu'on peut avoir entre le groupe de louanges et la technique? Tu penses que c'est quelque chose qu'il faut absolument ou des fois on voit que c'est un peu la bagarre, ou des fois on voit que c'est un peu vraiment 2 choses un peu séparées dans l'église. Ça, c'est quoi un peu toi ton point de vue par rapport à ça? Alors, j'ai quand même vu une évolution dans les églises depuis maintenant 24 ans, 25 ans que je fais ce job. Quand j'ai commencé, la technique, c'était vraiment... c'était nouveau déjà dans les églises. Ça ne faisait pas si longtemps
qu'on venait d'accepter que la batterie et la guitare électrique n'étaient peut-être pas un instrument créé par Satan. Ça faisait pas très longtemps qu'on acceptait que les instruments ont été créés par Dieu et c'est Dieu qui donne des dons. Et la technique, alors là, on n'en était pas, quand j'ai commencé, on n'en était pas à ce point-là. Moi, je me souviens, il y a un pasteur qui me disait « Ouais, mais la technique, tout ça, ça sert à rien, c'est vraiment que pour vous amuser. » Et je lui ai dit, moi je me rappelle à l'époque, je lui avais posé la question, je fais « Est-ce que tu sais pourquoi Jésus est monté sur une barque pour s'adresser au peuple ?» Et alors, il a réfléchi un peu, puis il a dit peut-être pour que tout le monde le voie. Peut-être pour que tout le monde le voie, mais surtout pour que tout le monde l'entende. Parce que l'eau transporte. C'est un support extraordinaire pour diffuser ce que tu dis. Donc je pense qu'il est monté sur une barque parce que l'eau transportait le son de sa voix pour que tout le monde puisse l'écouter. Je dis, je pense que si Jésus était aujourd'hui ici, il irait peut-être sur une barque pour le côté fun, mais il prendrait en même temps deux espèces d'enceintes et un micro pour être sûr qu'on l'entende encore plus. Je pense que la technique est un des outils fondamentaux pour pouvoir permettre à ce que l'évangile soit annoncé, ce que la louange soit juste magnifique pour amener le peuple de Dieu dans la louange, dans l'adoration. Et à l'époque, on acceptait à peine ça, et souvent c'était le fameux tonton Edmond qui avait une super hi-fi chez lui, et on lui disait, tiens, t'as une super hi-fi chez toi, est-ce que tu veux pas t'occuper de la sono? Et puis il disait, ouais, trop bien. Et puis il y connaissait absolument rien, mais il l'a fait, il a développé le truc. Et puis, ce n'est que depuis quelques temps où on dit, oui, c'est un vrai métier, oui, le technicien son, il fait vraiment partie du groupe. Et moi, je pense qu'un technicien, un ingé son qui fait le son, qui veut faire un mix, sans interférer avec le groupe, sans discuter avec le groupe, les gars, qu'est-ce qu'on fait? Pas qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait? Pour moi, le technicien, il fait vraiment partie du groupe. C'est le musicien qui, au lieu d'être sur scène, il est dans la salle. Mais il fait partie du groupe. Qu'est-ce qu'on fait? Comment vous voulez qu'on diffuse cette partie? Qu'est-ce qu'on veut? Parce qu'en plus de ça, ce n'est pas un show, en principe. La louange, c'est un service qu'on donne pour pouvoir amener le peuple de Dieu dans la louange. Les gars, où est-ce qu'on veut aller ce soir, ce matin? Qu'est-ce qu'on veut faire? Comment on le fait? Sur scène, vous faites quoi? Ok, maintenant, moi, comment? Mais on doit discuter tous ensemble. Le technicien qui fait le son, la technicienne qui fait le son, doit faire partie prenante du band, à mon avis. Et ça, on commence à le voir, pas encore assez. Et c'est un truc que j'ai tout le temps. Les gars, vous faites partie du groupe. Vous venez en même temps, vous discutez, vous donnez votre avis. Les gars, vous voulez faire ça, mais ça, c'est pas possible parce que c'est compliqué à restituer. Ou alors, mon avis de moi qui suis dans la salle avec les gens, je me suis aperçu qu'ils ont du mal à suivre quand vous faites ça. Ouais. Donc, donner un peu, en fait, l'ingé son, en fait, il va donner aussi ses petits inputs ou aider un guitariste à sortir le son qu'il a envie ou expliquer peut-être à une chanteuse qui n'a pas l'habitude comment sortir sa voix ou comment placer sa bouche devant le micro ou ce genre de choses. Bien sûr, c'est un exemple d'hier. Ce que je te donne là, c'est un exemple d'hier et j'y pense que maintenant. Il y avait le guitariste, il me dit « Ouais, Loïti, tu penses quoi de mes sons et tout ?» Je dis « Ouais, ça va, c'est mignon. » Enfin, mais je comprends pas, dans mon casque à la maison, c'est quand même plus sale, c'est plus percussif et tout. Mais ouais, je vois, ok, mais c'est mignon. Ça va, c'est cool, hein, mais moi je vais le grossir, je vais le salir un peu à la console parce que je comprends ce que tu veux, mais c'est mignon. Ouais, mais attends, mais il y a forcément un truc. Et puis en fait, on va regarder sur son pedalboard. Et puis, il n'avait pas assigné le niveau line sur la sortie de son pedalboard. Donc, forcément, il n'avait pas la bonne impédance et tout. Et je dis, là, quand tu viens, que ton pedalboard, tu dois le faire aller sur un système de sonorisation, tu utilises la sortie line. Il fait, ça fait quoi? Et puis, là, on l'a fait. Ah, c'est mon son que j'ai à la maison. Et juste une discussion, parce qu'il y a un climat de confiance. Je fais partie du groupe, de ce groupe-là. Je les mixe une fois par trimestre. Je fais partie de ce groupe-là. Ils me font confiance, je leur fais confiance. Je sais maintenant où ils veulent aller et on se parle. Et c'est l'exemple typique où ça aurait été tonton Raymond. Il s'en fout comme de l'an 40. Ouais, bon, on verra bien. De toute façon, c'est la guitare, c'est pas vraiment important. Voilà, ça fait pas longtemps qu'on a accepté que c'était chrétien. Une guitare électrique, il fait des solos et tout. Mais on va pas vraiment sonoriser un solo de guitare un dimanche matin. J'exagère un peu, hein. Un peu. Non, ça va. Mais du coup, pour garder tu vois, un peu ce côté relationnel,
Comment est-ce qu'un ingé son, par exemple dans une église, il pourrait amener l'idée du in-ear? Alors, l'idée du in-ear, pour motiver les musiciens. C'est ça. Comment expliquer maintenant, peut-être il y a des gens qui nous regardent qui veulent peut-être implémenter ça dans leur système, mais on sent qu'il y a peut-être encore un durcissement du côté des musiciens, ils ne veulent pas ça. Quels seront un peu les arguments ou comment est-ce qu'il peut lui amener ça? Ouais. Alors, quels sont les arguments des musiciens? Bien souvent, les musiciens qui ne veulent pas, c'est une question de confiance, d'accepter d'aller dans une zone qu'ils ne maîtrisent pas. Et souvent, ils ont l'impression d'être fermés. Donc, il y a une première chose, on oublie de mettre en place dans les églises, c'est 2 micros d'ambiance de chaque côté de la scène, comme pour avoir une espèce de stéréo pour les musiciens qui sont vraiment très bons et qui demandent ça. Donc 2 micros d'ambiance pour pouvoir restituer dans les in-ears le son de la salle, du public. Souvent, les musiciens, on voit, ils enlèvent un ear parce qu'ils ils ont besoin de savoir que la salle, elle suit ou elle ne suit pas. Donc, il faut déjà les rassurer là-dessus. Il faut expliquer que le fait de passer en in-ears, on enlève toutes les sources de retour, toutes les sources de haut-parleurs qui sont sur scène. Et ça facilite considérablement la tâche de l'ingé son. La majorité des églises, quand même, si on est d'accord, c'est, on va dire, des petites salles, 100, 200, 300 personnes. Quand tu as une batterie acoustique sur la scène, 10 wedges, 1 par chanteur, 3 amplis guitare, 1 ampli basse, tu es à 110, t'es à 110 dB sur scène. Et puis toi, c'est dimanche matin, il y a papy, mamie, les enfants, tout le monde vient de se réveiller, les oreilles ne sont pas encore tout à fait ouvertes. Et il faut que tu sois à 83, 83 dB. Alors, tu y arrives à 90, mais en fait, tu ne te mets pas assez fort. Tu n'es de toute façon pas assez fort pour couvrir le brouhaha qui vient de la scène. Tu as plus en fait, de son de la scène. Tu as l'onde arrière de la scène qui est désagréable, tu ne peux pas utiliser. Et tu serais censé passer par-dessus, mais voilà, on est dimanche matin. Tu ne peux pas. Et puis, c'est une catastrophe. Donc, le fait d'enlever toutes les sources de haut-parleurs qui sont sur scène va faciliter la tâche du gars, de la fille qui mixe. Donc, les in-ears vont considérablement aider là-dessus. Du coup, puisqu'on est en in-ears, le gars qui fait absolument le son de son ampli guitare, on peut le garder. On va même faire encore mieux. L'ampli guitare, on va le mettre sous scène, on va le mettre dans une loge derrière, on va mettre des micros, on va écrire attention, interdiction d'entrée, on va pousser l'ampli à fond. Comme ça, on aura vraiment la vraie grosse statue, les lampes vont être toutes rouges et tout, ça va être extraordinaire. Le son, il est restitué dans les ears. On n'en a rien à faire d'entendre le son de l'ampli. C'est restitué dans les ears. Et tous les amplis, toutes les sources pénibles, on les met loin. Un dernier truc, je profite comme ça en parlant des in-ears, puis on va y revenir. Je conseille les petites salles. Et là, je vais me mettre tous les batteurs à dos. Mais n'oubliez pas que je suis batteur. Je conseille une batterie électronique, une vraie. Les Roland TD50, il y a d'autres marques en plus, il y a des marques où ils ont mis des pots triés, tu as la sensation d'avoir une vraie batterie avec des pots triés, où tu as quand même un confort de jeu. Mais le batteur, il n'aura plus ce souci d'être sur la retenue. Il va pouvoir lâcher ce qu'il a à lâcher, vraiment suivre les bons moments, être tout doux pour quand c'est le petit moment d'adoration, puis donner les bonnes pêches qui vont faire repartir le tout. Et ça, avec les modules qu'il y a maintenant, il y a 8-10 sorties. On va récupérer tous les instruments dans la console. L'ingé son va pouvoir faire le mix. Et j'utilise des batteries. Enfin, je mixe des batteries électroniques sur certains projets avec des fils harmoniques. Franchement, alors ouais, il y a une petite frustration de la part du batteur, mais qui est compensée par le fait qu'il n'est pas obligé de se retenir. Et le résultat, de toute façon, la batterie, c'est un des instruments primordiaux dans le mix. S'il n'y a pas de batterie, si elle n'est pas bien mixée, c'est une catastrophe. Mais ce n'est pas le seul instrument. Donc, il donne le rythme, on va avoir une belle grosse caisse, une belle caisse claire, une jolie ride. Après, il y a tout le reste. Les gens ne sont pas focus sur la batterie, les gens sont focus sur le résultat. Donc la petite frustration de jouer sur une batterie électronique, elle est quand même compensée par le fait que tu peux jouer ton jeu, et pour les gens, le résultat, il est de toute façon mieux, parce qu'on a un mix qui ressort de la diff. Et les derniers arguments intéressants, à mon avis, qui deviennent même indispensables, pour les in-ears, pour les musiciens, c'est qu'on va pouvoir, une fois qu'on est en in-ears, on va pouvoir faire rentrer dans la chaîne de production le click, les cues, et pourquoi pas des tracks. Mais le click et les cues dans les wedges, ça ne marche pas. Non. Ça ne marche pas. Et puis, tu peux, mais ça va être bizarre. Voilà. Et le fait de les avoir dans les in-ears, ma foi, on commence à avoir une régularité dans le jeu. Les gens sont plus très perdus plus trop perdus. Si j'essaye de parler français, c'est mieux. Les gens ne seront plus perdus parce qu'ils auront quand même des infos
qui va leur être donné de comment on a construit ce moment de worship. Et ça, c'est avec les in-ears qu'on le fait. Et du coup, on gagne en qualité de production. Ouais. Donc expliquer, donc les cues, expliquer voilà, quand il y a un chorus, quand il y a un Voilà. bridge. Exactement. C'est ça, Mais exactement. ne serait-ce que le clic déjà. Parce que, alors, c'est des trucs, moi je dis, il faut utiliser tout ça avec parcimonie. Je sais que ce qui marche, c'est le live. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour ce qui concerne le worship, je ne parle pas pour les autres styles de musique, mais pour ce qui concerne le worship est un style musical à part entière. Il y a une façon de le mixer, comme le rock, le blues, le jazz, c'est un style musical. Pour ce qui concerne le worship, il faut faire très attention. Ce qui marche quand même, c'est le live et une certaine liberté dans l'évolution du jeu à l'instant T. Voilà. Donc, quand on utilise tous ces produits, le click, les cues, les tracks, quand on utilise ça, il ne faut pas oublier de ne pas tomber dans le piège où justement tout est verrouillé et on ne fait plus rien et ça devient du rock, du rap, du classique, mais c'est plus du worship. Faut vraiment utiliser ça correctement et se laisser toujours des portes de sortie de pouvoir évoluer à l'instant T dans le fonction des églises et du style de l'église dans lequel on joue, hein, entendons-nous bien. Mais il faut toujours se laisser une petite échappatoire, une certaine flexibilité, une certaine liberté dans l'évolution du morceau. Mais le clic, il ne sera jamais dérangeant. C'est cool d'avoir un band qui a le rythme. C'est vraiment cool. Même en tant que mixeur, c'est vraiment cool. Parce que d'être toujours en train de retaper ton tap tempo, c'est pénible. C'est vrai. Ouais. Ok, merci pour cette petite input. Là, on a beaucoup parlé de la relation qu'on pourrait avoir dans une église, du coup, technicien avec le groupe de louanges. Comment ça se passe, toi qui as aussi eu l'expérience du coup de mixer aussi des artistes en fait qui viennent de loin, donc il n'y a pas forcément cette relation de confiance. Comment ça se passe? Est-ce que toi aussi tu vas du coup donner des inputs ou est-ce que le job il est différent? Alors, je pense que il faut cerner. Ça, déjà avec l'expérience, ça vient. Mais c'est comme partout, il faut savoir rester à sa place. Et tu vois vite si tu vas avoir la liberté de dire ce que tu penses. Déjà, en principe, on te demande ce que tu penses. Si on te demande, il ne faut pas hésiter à dire. Si tu vois qu'on ne te demande pas vraiment, que c'est écrit, il faut savoir rester à sa place. Pour la confiance, il faut que tu sois sûr de ce que tu fais. Quel est le seul moyen d'être sûr de ce que tu fais? C'est d'être sûr de ce que tu fais. Tu vois? Donc, tu dois maîtriser ton outil. Tu dois maîtriser la config que tu mets en place. Tu ne dois pas dire, tiens, je vais faire tel événement, telle tournée avec telle console parce qu'on me l'a bien vendu. Tu dois partir avec un outil que tu maîtrises. Dès lors que tu es sûr de toi, alors, il y a toujours la part de risque, hein, mais dès lors que tu es sûr de toi, ça va être flagrant sur ton attitude. Et voilà, le gars, il sait ce qu'il fait, il gère. Et du coup, les musiciens vont capter que tu gères et ils vont te faire 200% confiance, que tu les connaisses ou que tu ne les connaisses pas. Et j'ai même envie de te dire, les musiciens qui te connaissent seront peut-être ceux qui auront a priori le moins confiance, parce que peut-être ils connaissent aussi les fois où tu as eu des galères et ou même ils ont eu des galères avec toi, parce qu'on a tous des galères, c'est pas la question. Et puis tout ça, il y a des petites traces qui restent et ils disent, bon, rappelle-toi, la dernière fois, on a eu tel souci, t'es sûr cette fois-ci, ça va, t'as oublié d'envoyer le record, t'es sûr cette fois-ci. Donc maintenant, alors technique, quand on doit envoyer un record, je suis le spécialiste pour oublier d'envoyer les records. Parce que je suis mal habitué, je le fais rarement, c'est souvent des assistants qui le font. Je suis le spécialiste pour envoyer. Technique, une feuille A4. Attention, rec, on met ça sur la console. Sur le fameux écran qui ne sert à rien d'autre que de diffuser le RTA, on met ça à la place. Deuxième technique, des alarmes sur le smartphone. Vous mettez 3 alarmes d'affilée avant le début du show, et puis à 5 minutes avant le début du show. Puis là, si vous oubliez, c'est que vous l'avez fait exprès. Et puis, envoyez-le plus tôt, et puis éteignez-les quand vous y pensez. Mais je ne sais plus pourquoi je disais ça. Mais ouais, quand tu maîtrises ton outil, les musiciens, ils vont vite comprendre qu'ils peuvent avoir confiance en toi. Après, d'aller à la rencontre des musiciens quand tu ne les connais pas. Salut les gars, j'ai écouté ce que vous faites. Alors faites-le vraiment. Écoutez vraiment ce que fait le musicien avant de l'accueillir. J'ai écouté ce que vous faites. Ouais, c'est vraiment intéressant. Est-ce qu'en live, vous voulez aussi restituer ça comme ça? Est-ce que pour cette tournée, engagez la conversation. Et les musiciens, les artistes vont être contents
rassurés du fait que vous vous intéressez vraiment à ce qu'ils proposent. Toujours cette philosophie, ils vont capter que ce n'est pas tonton René qui vient. N'hésitez pas à vous présenter, à dire, bah voilà, je me présente vite fait, sans faire des caisses, mais que les musiciens comprennent que vous êtes pas, que vous maîtrisez votre dossier, que vous êtes musicien, que vous comprenez ce qu'ils font et que vous êtes là pour les servir. Avoir aussi cette attitude de servir. On n'est pas là pour dire je vais m'éclater à faire du son. On est là pour aider les musiciens à ce que la prestation qu'ils vont faire, on parle toujours dans le cadre chrétien, la prestation qu'ils vont faire puisse être acceptée, accueillie par l'auditoire et qu'on puisse aller tous ensemble quelque part. Louer Dieu, a priori. Mais si vous maîtrisez votre outil, les gars, ils vont avoir confiance en vous. Ok. Ouais. Très bien. C'est un bon tuyau. Et toi, du coup, sur les grands artistes ou un peu les gens un peu plus connus, est-ce que la relation, elle s'est toujours bien faite ou tu vois, des fois, on peut voir ça un peu de plus loin. Toi qui a été déjà plus proche de ces gens, est-ce que tu as l'impression que la relation elle a toujours été assez facile avec les techniciens ou est-ce que tu as eu des fois des artistes où tu as été plutôt étonné, soit en bien ou soit en mal, tu vois, de comment ça pouvait se passer Alors, vu leur statut? ouais. Alors, il y a vraiment tout. Il y a vraiment tout, parce que la vie, elle est ainsi faite. Il y a des bons partout, il y a des mauvais partout, comme on dit, pour généraliser. C'est pareil dans le milieu artistique. Il y a des gars, je ne veux plus bosser avec. Il y a des gars, j'ai accepté de bosser avec parce que je mixais le live pour une télé et j'ai dit, je sais que je ne vais pas avoir affaire à lui parce que quand on mixe le live, on est ailleurs, on est dans un car régie et tout. Et puis on n'a pas affaire aux gars parce qu'il y a des gars qui sont imbuvables. Il y a quand même des ingé sons, des artistes qui changent d'ingé son 3-4 fois dans la tournée. C'est pas que les gars sont mauvais, il faut juste se poser la question. C'est que juste un moment, te faire envoyer chier alors qu'on n'a pas commencé à bosser ensemble, c'est compliqué humainement à accepter. Et au contraire, il y a des artistes, moi je me souviendrai toujours, je faisais un remplat en régie retour, j'étais vraiment très jeune, et c'était sur une tournée, je faisais un remplat en régie retour, et l'artiste m'a dit, écoute, alors la console elle est là, on sait que tu as les consignes, tu as les infos, mais c'est toi le nouveau. On se met à ta portée, on se met à ta disposition. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Et puis là, tu es comme un con. Ouais. Alors, voilà, bon, c'était un remplacement sur une régie, c'était une Digico qui était déjà toute configurée, donc c'était cool. Il suffit juste de suivre, donnez-moi vos inputs et tout. Mais les gars se sont mis à ma disposition. Et le soir, à l'hôtel, les gars m'ont dit « c'était trop bien, merci vraiment d'avoir relevé le défi, c'est grâce à toi qu'on a pu… viens, on te paye un coup. » Puis on a passé la soirée à discuter ensemble. Les gars étaient vraiment reconnaissants et à la portée, ils se sont mis à ma portée, j'étais très jeune. Donc il y a vraiment de tout et je n'ai pas envie de faire une généralité. Par contre, il y en a avec qui je sais que je ne veux plus bosser. Et ce n'est pas forcément dans l'univers qu'on pourrait penser. Par exemple, je dis une chose, le rap, ils sont toujours en train de se provoquer, un peu ces textes un peu violents et tout. Ce n'est pas là, dans ce milieu-là, que j'ai eu les gens les plus choquants. Loin de là. Loin de là. Mais et à la fois, des artistes, tu sais, parce que tu lis les demandes techniques, tu sais que ça va être très étrange. Okay. Suivant les demandes techniques, tu dis, les gars ne sont pas du tout dans le même univers que moi, on n'a pas du tout la même philosophie de vie, je sais qu'ils ne sont pas convertis, je sais qu'ils ne sont pas croyants, tout ce qu'ils demandent, c'est ouvertement, c'est des trucs interdits, je ne parle même pas que des drogues, je n'ai pas envie d'aller trop dans les détails, mais tu sais que ça va être compliqué, ouais. Et ces gars-là, moi j'ai le souvenir d'un qui vient voir et me fait, toi tu as un truc spécial, il faudra qu'on parle. Parce que tu ne touches pas à ça, 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 tout ce qui est à disposition sur la tournée, tu n'y touches pas. Tu ne nous méprises pas et tu es heureux. Waouh, c'est un beau témoignage, ça. Non, mais on doit être des témoins partout où on est. Mais je ne m'attendais vraiment pas au début, j'étais jeune déjà encore, je ne m'attendais vraiment pas à avoir ce genre de remontée. Donc j'étais évidemment perturbé. Je oui, si tu veux, je peux t'expliquer, mais tu veux, je t'explique quoi? Je ne sais pas. Au secours. Maintenant ça m'est arrivé plusieurs fois. Puis je sais ce que les gens voient en moi qui les perturbe. Et maintenant, je suis
avec les années, dans tous les domaines, dans tous les sens du terme, je suis pas choqué par ces réflexions. Mais des fois, on a des artistes qui viennent donner des inputs, tu t'attends pas à ça de lui. Tu te dis, ah bon? Donc c'est pour ça, moi, je fais attention d'aller avec aucun a priori. Même ce que les collègues me disent, des bonnes ou mauvaises expériences qu'ils ont eues avec tel ou tel artiste, je n'y vais avec aucun a priori. Je note, j'enregistre, parce que ça permet de ne pas se faire avoir non plus, mais j'y vais avec aucun a priori. Wow. C'est beau ça. Un dernier encouragement peut-être pour un peu les techniciens ou les gens qui nous regardent aussi un peu sur la chaîne, qui sont peut-être pas autant professionnels que toi, mais il a bien fallu commencer quelque part. Donc, est-ce que tu aurais un encouragement pour eux? Alors, l'encouragement que j'ai, et puis je repensais à ça, je dois, si je devais tout à autre chose que Dieu évidemment, je dois quand même ma réussite professionnelle au fait que j'étais dans une église. J'ai commencé dans une église. Alors déjà, j'oublie pas d'où je viens, c'est-à-dire que j'ai toujours un profond plaisir à mixer dans des églises. Peu importe ce qu'il y a sur scène, peu importe la qualité, j'ai autant de plaisir à aller dans une église où les musiciens ne sont vraiment pas doués ou n'ont pas poussé encore le talent que Dieu leur a donné. Ils n'ont pas encore vraiment poussé jusqu'où ils peuvent. Et dans d'autres églises où les mecs, j'ai le même plaisir à mixer. Vraiment. Parce que, premièrement, je sais que je le fais pour Dieu. Je le fais pour les gens qui sont là. Donc, je vais faire, moi, tout ce que je peux. Et puis, je me rappelle que j'ai eu l'opportunité de commencer dans une église. Quand j'avais 15 ans, que j'ai dit au pasteur, « Ouais, bah, est-ce que je peux ?» Le pasteur, il ne m'a pas dit « Non, tu es trop jeune. » Il ne m'a pas dit « Non, c'est satanique. » Il m'a dit « Oui, vas-y. » Et puis, si jamais c'est pas bien, bah, on verra. Mais oui, vas-y. À l'époque, bah, si je mets un bémol, ça ne pouvait pas être pire que tonton Raymond. Alors, c'est ni mon tonton ni Raymond, hein, c'est vraiment une expression. Mais ça ne pouvait pas être pire, d'accord. Mais il m'a donné ma chance. Puis on était 3 jeunes là, on se challengeait, on cherchait des solutions. Et bah, alors, ça a été une bénédiction pour l'Église, parce que le niveau de la technique, il a fait en 2 ans, il est monté. Mais je me souviens que c'est là que j'ai commencé. Donc, c'est une opportunité que bon nombre de jeunes qui ne sont pas dans les églises n'ont pas. Ou est-ce qu'il est possible de mixer du live, des musiciens qui jouent live, bons ou moins bons, ou est-ce qu'il est possible de mixer du live à 15 ans? Donc c'est une excellente opportunité et il faut la saisir. C'est le seul milieu où les gens sont reconnaissants par principe, même quand tu fais faux, ils sont reconnaissants parce que ton attitude de cœur était bonne. Ne pas négliger les petits commencements. Ne pas négliger les petits commencements. Et ouais, c'est ce qui me marque moi, et j'y repensais encore il n'y a pas longtemps. Et puis après, du coup, même quand tu réussis, n'oublie pas d'où tu viens. Et quand tu as une église qui te demande un coup de main, dis pas « Ouais, non, mais attends, parce que moi, j'ai fait il n'y a pas longtemps, la salle là faisait 600 places, alors la tienne a 100 places. » Si je devais dire ça... C'est bon, si tout le monde avait ton cœur, ça serait bien. Non, mais c'est pas parce que tu as été sonorisé un tel, connu, pas connu, moins connu, un peu plus connu ou quoi, ça ne doit pas changer l'attitude de ton cœur. Bon, très bien. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je te propose qu'on termine cette première vidéo. On va pouvoir aller boire un café. On va aller boire un café. Et puis on se rejoint pour la deuxième vidéo. Ouais, avec un grand plaisir. Cool. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ciao.